Réparation du projecteur Orson, type 16 mm de départ, de fabrication, et arrivé en transformé, a été transformé et mal transformé en 9.5. Donc réparation de plusieurs parties, type des débiteurs, changer le système de couronne des débiteurs, pour rattraper le pas du 9.5 par rapport au 16, des presseurs des débiteurs, pour qu'ils appuient bien dans la partie entraînement du film 9.5, reprise du système de sortie de la croix de Malte vers un galet pour rattrapage de boucle, puis remise en service normal vers les débiteurs de la partie inférieure vers la bobine inférieure du film. Reprise de la fenêtre de projection qui avait été mal découpée, donc on a évidé un cache, puis on l'a soudé et fixé, collé à colle très forte, c'est-à-dire à cyanolithique, sur la partie ferraille, donc du presseur. C'est difficile à voir parce que c'est assez flou. Donc je vais essayer de cacher. Voilà. Voilà, on aperçoit le fond qui a été repris de la fenêtre pour pouvoir avoir une fenêtre normalement bien centrée. La partie son a été refaite. Pourquoi? Pour plusieurs problèmes. Déjà, la partie excitatrice a été changée. On a mis une lampe excitatrice type 12 volts 10 watts, de façon à assurer un très bon transport de la partie lumière du canon optique vers la lecture optique du film. Pourquoi? Parce que le système qui a été monté sur ce lecteur optique est un système qui est du type Heikki, donc assez faible, mais le canon optique est d'un système Pathé-Joinville, donc il a besoin d'une lampe plus puissante au niveau de la qualité du son et de la puissance sonore. Donc modification de la partie donc là, puis carte de régulation transformée à l'extérieur, derrière, de façon à avoir un système qui permette une alimentation de 12 volts stabilisée vers la lampe 12 volts 10 watts de l'excitatrice, alors que la lampe qui était montée d'origine était une lampe de 3 volts avec une régulation de 3 volts à partir d'une alimentation de 8 volts. Voilà, donc c'est la carte qui est juste derrière, que l'on aperçoit derrière la partie régulation du moteur avec les deux transistors de puissance. Voilà, donc nous allons mettre en route le projecteur déjà mécaniquement, c'est-à-dire que la partie mécanique va entraîner le film. Voilà. Donc nous avons un très bon débit au niveau de la boucle supérieure et un très bon débit à partir de la boucle inférieure. D'accord? Avec un très bon départ vers la bobine réceptrice, sans tirage et sans accroc du film. À partir de là, nous allons avoir une fenêtre lumineuse qui va s'annoncer avec une très bonne fixation de la partie cellule. Voilà. Donc il suffit maintenant de recalibrer l'image de façon à rattraper la petite
fenêtre du haut, de façon à avoir une image très stable et parfaite. C'est du 9.5. Maintenant la partie son, je l'alimente par la lampe cellulaire. Elle aussi, pour devenir profond, il se creuse un nid gros comme un œuf soie. Puis le papillon se libère, et pour sa nouvelle naissance réussit l'étonnant tour de force de traverser l'épaisse couche de terre sans abîmer ses ailes délicates. Voilà. Donc nous n'avons pas de déformation sonore. La partie volant magnétique a été modifiée de façon à avoir un élan plus important et pour transformer le son sans miaulage, c'est-à-dire sans pleurage de la partie optique du son. Cette chenille est américaine. Voilà. Le flux de poids de son cocon déguisé atteint 2 km. Total de la mise en marche de ce projecteur, environ 45 à 50 heures de travail, environ, pour rattraper les problèmes qui avaient été mal faits et pour modifier beaucoup de parties extérieures et intérieures du projecteur. Enfin, la chenille du plus grand papillon du monde, la phalène miroir de cire. Cette chenille est doublement remarquable, par sa corpulence d'abord, qui est considérable, et aussi par les belles couches de cire dont elle est couverte et qu'elle renouvelle constamment. La femelle, les ailes déployées, atteint 25 cm d'envergure. Le mâle est sensiblement humain. Comme celle des fleurs, la vie des papillons est éphémère, mais riche de grâce, de fantaisie et de beauté.